Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va parler du fameux syndrome de l'imposteur. Et j'ai un invité spécial, Guillaume Lamontagne, qui a accepté spontanément de participer à cet épisode-là. Alors, je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Avant ça, je voulais vous remercier, tous les auditeurs. Vous avez été plusieurs à m'écrire en privé pour me dire à quel point vous appréciez les épisodes du podcast. Alors, ça me fait vraiment chaud au cœur puis ça m'encourage à continuer. Et je vous invite aussi, si jamais il y a des épisodes que ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez, vous pensez que ça pourrait lui faire bénéficier, n'hésitez pas à le partager. Et évidemment, bien, quand vous commentez, que vous le partagez, c'est une façon de faire rayonner le podcast un peu partout à travers le monde. Alors, n'hésitez pas à le faire et c'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires. Ça me remplit de joie de vous lire. Alors, continuez à le faire et vous pouvez commenter, bien sûr, sur iTunes, sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et c'est une façon d'agrandir l'auditoire du podcast. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'ai le privilège de recevoir Guillaume Lamontagne, qui est un entrepreneur qui a fait le passage de employé-entrepreneur au cours de la dernière année. Et on se croisait au cours des dernières semaines et justement, on a une discussion super intéressante et on a jasé du syndrome de l'imposteur. Et j'ai dit, Guillaume, ça te tente-tu de venir en parler? Je suis certaine que ça va rejoindre plein d'entrepreneurs. Oui, des entrepreneurs en début, qui sont en train de lancer leur entreprise, mais aussi des entrepreneurs que ça fait peut-être un moment et pas juste des entrepreneurs, même des dirigeants, n'importe qui est dans un emploi, je suis certaine que ça va rejoindre plein de gens. Alors, Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté de parler d'un sujet qui est en même temps peut-être des fois un peu tabou, mais merci d'être là. Alors, Guillaume, comment ça va? Ben ça va très bien. Merci, Hélène, de l'invitation. Je pense qu'on va avoir un bon petit 45-30 minutes ensemble, puis ça va super bien, puis j'espère que toi aussi. Bien, merci, ça va. Moi, là, l'expérience du podcast, là, j'ai tellement de plaisir à le faire. Alors, c'est juste du pur bonheur de passer du temps avec toi. Puis, tous les gens qui ont accepté de aussi participer au podcast. Puis, quand je fais des épisodes maison, en tout cas, c'est vraiment. Alors, merci, je vais super bien. Et Guillaume, pourrais-tu nous partager un petit peu, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours et les différentes implications que tu as eues jusqu'à maintenant, jusqu'à la création de ton entreprise qui s'appelle Fronta Marketing? Alors, Guillaume, partage-nous ça. Oui, ça me fait plaisir. Je dirais que mon parcours est quand même segmenté en phases. Puis ça s'est pas mal déroulé par l'école. Fait que moi, tout a commencé un peu là, au cégep. Dans le fond, j'ai fait une technique en administration des affaires, puis j'ai vraiment trippé sur mes cours en marketing. Fait que de là, j'ai eu mon premier emploi en marketing numérique et en médias sociaux. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de m'acheter un cours à part du cégep, qui est un cours sur les publicités Facebook. Et là, j'ai directement eu la piqûre. Fait que du cégep à mes cours, à acheter un cours après ça supplémentaire, à mon entrée à l'université, où là, j'ai vraiment décidé de m'impliquer. Donc, je suis parti vraiment de Blainville, où que je résidais chez mes parents, et je suis allé directement après à Québec, à l'Université Laval. Et j'ai vraiment eu une très, très belle expérience. Puis c'est là que je me suis impliqué autant dans les associations étudiantes, donc des associations étudiantes d'entrepreneuriat que j'ai faites pendant 2 ans, dans lesquelles ce qu'on faisait, c'est qu'on organisait des événements pour les entrepreneurs, mais aussi pour les étudiants, pour promouvoir l'entrepreneuriat, non seulement à l'Université Laval, mais aussi dans la ville de Québec au complet. Fait que je dirais que c'est vraiment là que ma piqûre de l'entrepreneuriat s'est vraiment concrétisée. Et entre ça, j'ai toujours eu des emplois en marketing numérique. Donc, j'ai fait 2 agences web. J'avais aussi de la consultation sur le côté que je faisais. En plus aussi d'autres implications étudiantes au niveau des compétitions académiques. Donc, mon parcours universitaire a été rempli de bonnes connaissances et de bonnes activités. Et finalement, jusqu'à maintenant, je suis parti à 100% à mon compte pour mon agence web de marketing numérique. Mais dis-moi, est-ce que tu es passé directement d'étudiant à la création de ton entreprise ou
tu as comme eu, je veux dire, un emploi à temps plein en boîte, où tu as tout fait ça en même temps que tes études, et puis là, tu as terminé tes études et là, tu as lancé ta boîte. Comment ça s'est fait? Ouais, dans le fond, j'ai enregistré mon entreprise en 2017. OK. Donc, juste avant de rentrer à l'université. Et c'est là que j'ai eu des clients sur vraiment à temps partiel. Et pendant toute mon université, j'ai continué à en avoir occasionnellement. Après mon université, ça commençait à en avoir un petit peu plus, mais en même temps, j'avais un emploi à temps plein. OK. Fait que je te dirais que dans les 6 derniers mois, c'était pas mal 2 emplois à temps plein. Puis là, finalement, j'ai fait le switch vers mon entreprise à temps plein, mais j'ai toujours eu des emplois en même temps. Là. Et dis-moi, c'était-tu clair pour toi depuis longtemps que tu voulais avoir ta propre entreprise? Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à la créer, cette entreprise-là, justement? Ça a quand même toujours été clair dans le sens que moi, je pense à 11-12 ans, je cognais aux portes dans mon quartier puis j'allais faire la pelouse de mes voisins avec la tondeuse de papa puis l'essence de papa. J'avais fait des cartes d'affaires et tout, donc j'ai fait ça pendant 2 étés. Fait que c'était un peu le seul moyen à cet âge-là là, de faire de l'argent, un peu d'argent de poche. Donc, je te dirais que je pense que si je me remets, je retourne en arrière, c'est parti de là. Et après ça, ça s'est vraiment concrétisé, comme j'ai dit, au cégep, à la fin du cégep, à cause de mes cours, et vraiment à l'université, parce que j'avais vraiment une facilité, puis peut-être une longueur d'avance aussi au niveau du marketing numérique versus ce qu'on enseignait à l'école. Puis ça m'a permis aussi d'aider autant mes collègues que certains amis aussi qui se partaient en affaires. Fait que j'essayais de les aider aussi de mon temps là, pour leur début en marketing web. Et vraiment, après ça, tout c'est comme un peu enligné. J'ai continué à me perfectionner dans les agences web en tant qu'employé pendant 2-3 ans. Et là, je sentais que j'avais tout le bagage nécessaire pour pouvoir aider mes propres clients à temps plein. Fait que le switch s'est fait vraiment naturellement. Là. Comment, justement, tu le vis, le passage? Là, parce que en même temps, c'est tout récent, là, c'est dans la dernière année. Alors, comment tu le vis, le passage d'employé, on va le dire comme ça, que ça soit clair pour les auditeurs, d'employé à entrepreneur qui s'occupe de ton propre projet d'entreprise, là, mais là, c'est vraiment ça qui est à temps plein. Tu as fait le saut, comme on dit. Alors, comment tu vis ça, ce passage-là? Je le vis super bien, puis je dirais que j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins de charge sur mes épaules parce que dernière année, c'était comme si j'avais vraiment 2 emplois à temps plein. Là. Fait que se concentrer vraiment à 100% dans les deux, je te dirais que c'était un peu impossible. J'en avais peut-être un petit peu trop aussi sur mes épaules. Fait que là, de pouvoir me concentrer à 100% sur ma propre entreprise, sur mes propres clients, là, je te dirais, je vois des répercussions non seulement sur les résultats que je peux apporter. Ouais. Parce que le marketing numérique, c'est vraiment des statistiques, c'est des résultats, il faut prouver des trucs. Mais autant au niveau de mon organisation, je pense ma joie de vivre, mon enthousiasme, je pense que de plus en plus positive. Versus avant, j'étais peut-être un petit peu encombré par la charge de travail. Ouais. Fait que du beau depuis que je suis lancé à temps plein. Là. OK, mais c'est super ce que tu partages là. Puis, as-tu comme un côté de toi, justement, quand on s'est croisés il y a quelques semaines, tu dis, ouais, hein, c'est comme, quelle facette tu dirais, comme, tu le vis pleinement, tu regrettes pas ton choix, loin de là, parce que tu sais que c'est vraiment ça, je vis pleinement. Y a-tu des côtés que tu trouves ça plus difficile ou plus, je vais dire, challengeant pour toi à titre de personne, pas à titre d'entrepreneur? Ça, c'est sûr qu'on a comme pas mal tous des challenges. Puis moi, j'ai comme un peu la chance, étant donné que j'ai quand même un peu entendu avant de me partir à temps plein. Mm-hmm. Ce que j'ai de la difficulté en ce moment, c'est pas nécessairement à trouver des clients. Au contraire, tout le monde est un peu en train d'essayer de faire leur virage numérique. Ouais. Mais des fois, c'est au niveau de l'organisation, des projets. J'ai pas nécessairement de formation là-dedans. Moi, je suis plus un exécutant puis un stratège big pictures puis technique. Fait que je dirais peut-être au niveau de l'organisation, des fois, du projet qui peut être quand même un petit peu plus complexe. Puis sinon, le fait aussi de trouver des alliés là-dedans. Je travaille avec 4 pigistes. Oui. Et là, je suis comme un peu sur le point d'engager un premier employé. Fait que le fait de travailler avec des pigistes, je dirais que c'est quand même compliqué. Puis c'est un peu le monde des agences web en tant que tel. Autant les agences qui ont 10, 15, 20, 50 employés. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre qui est présente partout. Mais surtout en marketing numérique, je trouve aussi qu'on le ressent énormément. Là. Fait que ça, je te dirais, c'est un petit peu plus difficile souvent de trouver des alliés pour compléter des mandats. Là.
Puis puisque tu sais que la thématique d'aujourd'hui, c'est de parler du syndrome de l'imposteur, on va plonger dans le sujet, toi et moi. Puis peut-être on va explorer ensemble pour s'assurer, je pense que tout le monde a peut-être une idée c'est quoi le syndrome de l'imposteur, mais la définition un peu du syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à douter en permanence et qui va douter en fait de ses succès puis qui sera pas nécessairement à l'aise d'être au centre de l'attention. Alors ça va se traduire par des fois de recevoir des compliments, les gens vont nous dire qu'on est content puis peut-être que on doute quand même, on se pose la question est-ce qu'on le mérite vraiment? Puis si je le traduis de façon encore plus simple, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Et c'est souvent les gens qui sont hyper performants puis qui ont du succès qui vont être, je vais dire, un peu happés par le syndrome de l'imposteur. Alors, tu dirais-tu que quand je décris ça, ça fait du sens pour toi, puis ça décrit bien un peu comment tu vis ça, puis ça veut dire quoi pour toi? Comment tu l'expérimentes, le syndrome de l'imposteur? Je pense que c'est vraiment copie conforme de ce que tu viens de partager, Hélène. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le fait justement de ne pas se sentir à la hauteur, d'avoir aussi un genre de sentiment d'hypocrisie des fois. Quand on parle d'entrepreneuriat, ou quand on parle de développement, ou quand on a de l'attention que je pense que je mérite pas. Moi, depuis que je suis tout jeune, ma fête, j'ai jamais vraiment trippé, là. J'ai jamais vraiment aimé ça, le fait de célébrer ma fête, parce que justement, je pense que c'est une attention sans nécessairement rien avoir fait d'intéressant, que je suis pas trop à l'aise, puis ça me gêne énormément. Puis c'est drôle parce que j'ai même une photo de moi bébé à garderie, que toutes mes amis, je chantais bonne fête, puis on voit dans la photo que j'étais en train de pleurer à hautes larmes. Fait que ça part de loin, ça part de longtemps, mais clairement, je sens vraiment une forme d'hypocrisie. Je l'associe vraiment à ça, le syndrome de l'imposteur. Là. Bien, je veux vraiment revenir là-dessus parce que là, c'est un terme fort d'hypocrisie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ressens de l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça arrive souvent quand on parle justement de développement puis d'entrepreneuriat. Je l'ai énormément, ce syndrome-là. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que je suis quelqu'un de très curieux puis qui aime découvrir des trucs. Fait que j'ai toujours 42 000 questions qui peuvent me venir en tête ou que j'aimerais ça poser. Puis souvent, je vais avoir une certaine forme en fait, je les poserai pas nécessairement, parce que je suis pas à l'aise. Justement, je me sens en crime. Moi, j'ai rien fait là dans la vie là. Je suis pas à l'aise nécessairement de poser mes questions. J'ai peut-être l'impression aussi que je peux pas encore m'intéresser tant que ça ou poser des questions tant que ça, aussi pousser sur quelque chose que j'ai peut-être pas touché depuis des années au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ça qui me touche beaucoup au niveau du syndrome de l'imposteur. Mais c'est comme si tu te donnes pas le droit, je comprends, tu te donnes pas le droit de poser des questions en disant, si je pose la question... par rapport à quelque chose que, en même temps, je m'affiche que je devrais être un expert, ça n'a pas de sens que je pose cette question-là. C'est comme si tu te mettais une pression de tout savoir, même si ça fait juste quelques années que tu es dans le domaine, que tu es conscient d'un côté que tu en sais beaucoup plus que d'autres personnes. Tu sais, tu le partageais tantôt, tu as aidé des collègues, mais quand tu arrives dans le feu de l'action, c'est comme si des fois tu te poses la question « Hey, je devrais pas poser cette question-là », tu te mets comme un blocage, tu me diras si ça décrit bien. C'est comme si tu mettais un certain blocage de dire « Hey, je devrais pas poser cette question-là, je devrais le savoir ». Est-ce que c'est dans la préoccupation aussi de l'image par rapport aux autres personnes? C'est-tu dans ce sens-là ou je saisis pas tout à fait ton point de vue? C'est dans quel sens que tu le vis? Non, je pense que ça va quand même un bon wrap-up. Je pense que l'hypocrisie est vraiment liée directement au monde des affaires plus qu'au monde du marketing. Parce que le marketing, je pense avoir quand même en fait un bon bout de chemin là-dedans. Fait que c'est vraiment aussi, je pense... un sentiment en fait, je pense que ça vient d'un respect profond que j'ai pour tous les entrepreneurs nécessairement qui ont réussi, mais tous les entrepreneurs aussi qui font ça puis qui en vivent depuis X nombre d'années. Je respecte ça énormément. J'admire ça beaucoup aussi. Fait que le fait justement de mettre ces gens-là sur un piédestal, je pense que justement ça m'apporte un certain blocage des fois, tant au niveau curiosité, poser des questions, que de me sentir intégré puis complètement impliqué dans ce monde-là. Là. Merci de partager ça. Je pense que ça, là, le fait, ça a l'air bien simple, mais merci de ton authenticité de partager, que tu te bloques de poser des questions. Tu le sais que tu es curieux, ça veut dire que les questions, ils montent facilement. Tu dis, wow, j'ai des gens qui pourraient me faire bénéficier de plein d'expertise. Et puis là, je pense que tu viens de le nommer, en les mettant les gens sur un piédestal, c'est comme si on se met pas côte à côte.
sais, c'est comme on détermine des valeurs. Ah, parce que la personne, elle a accompli telle chose, elle a plus de valeur que moi. Fait qu'en faisant ça, on se bloque de dire, ouais, ben j'ai le goût d'avoir de l'air... Là, le mot qui me vient en tête, j'ai le goût d'avoir l'air hot, moi aussi, par rapport à cet entrepreneur-là que j'admire. Donc, je vais plus retenir mes questions, mais je pense vraiment, Guillaume, que les gens qui nous écoutent, je me dis, qui dans sa vie n'a pas à un moment donné ou à un autre s'est bloqué de poser des questions parce qu'il dit, hey, je vais peut-être avoir de l'air stupide, je vais avoir l'air incompétent, je veux pas avoir de l'air de je veux pas dégager ça auprès de ces personnes-là. Je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de personnes, là. Puis, je trouve ça vraiment magnifique parce que dans n'importe quel élément qui nous freine, hein, parce que c'est un certain frein, parce que des fois, tu dis, hey, si là, je m'en faisais pas avec ça, je pourrais bénéficier de plein de gens d'expérience autour de moi puis me sentir plus libre. Mais la première étape, c'est d'en prendre conscience. Puis c'est ça que j'ai trouvé beau quand on s'est croisés il y a quelques semaines. Puis, tu sais, ouvertement te partager ça. Qu'est-ce qui m'a inspiré à ce que tu viennes sur l'épisode? C'est que je me suis dit, à combien de personnes que ça va parler? Puis je veux dire, ça me parle à moi aussi. Je l'ai vécu à plusieurs reprises, à différentes intensités dans ma vie, de ne pas me sentir à la hauteur. Puis ça m'arrive des fois, là, je l'ai tellement adressé que ça passe plus rapidement. Mais ça m'arrive encore des fois de me dire, wow, ça vient de passer. Puis là, je me sentais pas à la hauteur. Alors, je trouve ça vraiment puissant que tu partages ça. Puis tu l'adresses déjà à l'âge que tu as, en début de l'entreprise. Tu sais, je me dis peut-être que moi, j'ai la tête dure, ça m'a pris du temps avant de comprendre tout ça. Mais je trouve ça magnifique. Puis c'est vraiment beau que tu le partages en disant, puis tu dis, OK, je vais all-in, j'ai le goût d'y aller, j'ai le goût qu'on en jase. Alors, je me dis, pour tous les gens qui nous écoutent, ça sera intéressant. Vous pourrez commenter sur nos différentes plateformes. Si jamais ça vous est arrivé, en tout cas, on aurait le goût de vous entendre sur comment vous le vivez, vous, dans votre vie, dans votre entreprise. Puis c'est pas obligé d'être dans le monde des affaires. Ça peut être aussi dans la vie personnelle. Comment vous le vivez, ce fameux syndrome-là de l'imposteur? Puis le fait d'en parler, des fois, juste de dire, ben c'est présent, je suis pas toute seule au monde qui vit ça. Ça peut vraiment ouvrir des portes, là. Alors, je trouve ça vraiment fantastique que tu nous partages ça. Donc, fait que tu le vis pas tant dans l'expertise de ton entreprise, mais tant plus dans ton positionnement à titre d'entrepreneur que tu dis, j'ai-tu vraiment ma place de côtoyer des gens qui ont peut-être plus d'expérience que moi, qui ont accompli des choses, qui ont eu du succès? C'est plus là que ça se manifeste ou c'est présent un peu partout, même avec des gens que tu sais pas, c'est-tu vraiment présent souvent ou c'est plus quand il y a certaines personnes que tu sais qui ont accompli des choses que là, ça se manifeste plus? Je pense que c'est vraiment quand que je sais que des gens ont accompli des trucs, parce que, tu sais, tout vient vraiment de la manière que j'admire ces gens-là. Puis je pense aussi que, veux pas, ça vient de certains trucs que j'entends, que je vois et même que j'écoute, autant des podcasts que des entrepreneurs à succès que je suis. T'sais, l'idée d'être humble, moi, si je me projette dans quelques années, puis disons que je vais avoir généré une certaine forme de succès au niveau de l'entrepreneuriat, j'espère que je vais être humble. Fait que ouais. Déjà, j'ai vraiment ça qui est en dedans de moi. Là. J'essaie de pas trop... j'essaie d'être le plus humble possible. Parce que clairement, j'ai à être humble. Dans le fond, je pense que je l'ai pas dit, mais j'ai 25 ans. Je suis tout jeune au niveau de l'entrepreneuriat. Mais tu sais, je pense que le fait justement de vouloir ressembler à ces gens-là qui sont humbles, qui ont du succès, pas nécessairement dans l'ombre, mais qui font pas nécessairement de prestations autres pour se mettre de l'avant énormément. Je pense que ça vient jouer un peu sur mon syndrome de l'imposteur automatiquement, là, sans nécessairement que je le veuille aussi. Là. OK. Fait que c'est comme si tu avais une crainte en disant, fait que là, tu pars, mettons, on va s'amuser un peu ensemble, tu pars du fait comme, hey, je suis pas nécessairement à l'aise de célébrer mon anniversaire, j'ai rien fait de spécial pour ça, j'ai une certaine peur de perdre mon humilité si j'ai du succès. C'est quand même intéressant. Ouais. As-tu quelque chose que tu veux partager en lien avec ça, Guillaume? Non. je me remémore quelques petits souvenirs, là, mais hey, ça part vraiment de très, très loin, là, cette fameuse fête, là. Tu sais, c'est ça, moi, j'ai comme un peu jamais compris non plus ceux qui disent « Hey, c'est ma fête, on fait un party, puis faire un speech », tu sais, moi, c'est pas nécessairement ça qui m'intéresse dans la vie, là, le fait
que les gens me voient et tout. Puis même si on continue sur le thème de la fête, moi, recevoir des cadeaux, là, c'est dur, là. Tu sais, c'est difficile. J'ai de la misère à recevoir un cadeau, là. Je me sens mal à l'aise. Je suis extrêmement redevable. Puis je dis merci, mais au bout de la ligne, je suis gêné, là. Je suis pas à l'aise de recevoir des cadeaux comme ça. Fait que... Bien, vois-tu à quoi ça me fait penser? Quand on parle, tu sais, le podcast Performer autrement au quotidien, hein, c'est un podcast qui gère de la performance. Et la performance est tellement présente partout dans la société. Au bout de la ligne, pourquoi qu'on veut être performant? Si l'on va vraiment à l'essence même puis qu'on rend ça à la plus grande simplicité, on veut performer pour être aimé. Puis, on a souvent tendance à dire, il va falloir que je sois plus. Peu importe ça vient d'où, j'ai besoin d'être plus pour pouvoir être aimé parce que je veux pas perdre la reconnaissance, je veux pas être rejeté. C'est dans l'essence même, là, c'est vraiment ça le pattern de performance. On pense qu'on doit satisfaire à des attentes autour de nous puis qu'on n'est jamais assez pour être aimé. Et c'est vraiment ça le pattern de la performance. Fait qu'on a besoin de mettre beaucoup d'efforts, on a besoin de contrôler, on a des attentes parce que si je rencontre pas telle chose, je mérite pas d'être une personne qui a sa place dans la société. Je ne mérite pas d'être aimé, ultimement. Puis l'être humain, on est des êtres d'amour à la base, là. Tu sais, c'est un podcast que on pourrait dire, c'est dans l'entreprise, mais c'est la même chose que ça soit dans la vie personnelle ou l'entreprise. À la base, on est des êtres constitués d'amour pur, puis c'est ça qu'on recherche. Puis là, des fois, on se complique la vie, puis on pense qu'on a besoin d'être plus. Être juste qui on est, c'est pas suffisant. Oui, ben je pense que aussi que c'est une norme de société. En fait, la société, depuis des années, tu vas avoir une certaine prestance puis un certain titre en fonction de ce que tu as accompli. Puis on peut attribuer ça aussi au niveau financier. Je pense qu'il est quand même énormément présent, autant au Canada surtout aussi au secteur américain. Ouais. Mais je pense que ça vient de très, très loin. Puis pour moi, tu sais, un entrepreneur performant ou juste un entrepreneur point doit manger de la garnotte là, pour arriver où ce qu'il veut arriver puis pour réussir. Selon moi, ça vient de là. Puis je sais que là, ça commence de plus en plus à changer, puis c'est pas nécessairement la norme à 100%, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. T'sais. Si tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut que tu travailles fort, il faut que tu manges de la garnotte un peu, puis travaille fort, puis à un moment donné, tu vas y arriver. Là. Puis là, manger de la garnotte, pour toi, ça veut dire quoi? Travailler fort dans un coin. Te lever tôt, travailler fort, mais tu sais, tout en restant aussi dans le respect. T'sais, selon moi, c'est important de bien travailler, mais si tu travailles puis tu te rends au secté en mettant les autres, en pilant sur les autres ou en allant voler des clients à tes compétiteurs, ça, je pense que c'est pas nécessairement intéressant. Là. Mais le fait de travailler fort dans ton coin puis de commencer à avoir un certain impact aussi, tant au niveau de ton secteur d'activité que dans la société, que dans une certaine forme d'innovation. Selon moi, c'est vraiment ça qui vient définir un entrepreneur pas nécessairement performant, mais à succès à mes yeux. Là. C'est vraiment beau ce que tu dis, puis tu vas me permettre, en fait, effectivement, c'est très, très ancré. Tu dois travailler fort pour mériter ta place puis pour réussir. Ou que peut-être, je vais l'expliquer comme ça, puis c'est qu'est-ce que je vis, puis c'est qu'est-ce que j'ai pris conscience aussi au cours des dernières années, puis que je vois à travers les clients, puis différentes personnes que je côtoie. La notion d'effort. Il y a une grosse différence pour moi entre l'effort, qui est dans la lourdeur, le sacrifice, l'obligation, et de consacrer de l'énergie à un projet. Et souvent, on va s'éloigner de notre unicité parce que mettons que quand tu es dans ta zone d'excellence, toi, Guillaume, tu as quelque chose d'unique à offrir à travers le marketing, qui est comme ce qui t'inspire, c'est qu'est-ce qui fait vibrer ton quotidien. Tu as quelque chose d'unique que juste Guillaume Lamontagne peut offrir. Et là, quand on s'embarque dans l'effort avec la lourdeur, qu'on fait des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec nous, c'est là que l'effort, que ça fait mal. Parce que quand on met de l'énergie dans un projet puis ça reste léger, on peut mettre des heures puis on ne voit pas le temps passer. Mais c'est quand on fait des choses qui sortent de notre zone, puis qu'on le fait pour plaire à d'autres, puis que ça nous fait pas vraiment plaisir, puis qu'on le fait par obligation, puis qu'on sacrifie quelque chose, c'est là que l'effort fait mal, entre guillemets, et qui va un petit peu plus rechercher le modèle traditionnel que pour avoir du succès financier ou d'entreprise, ça se fait, c'est comme même valoriser que ça se fait au détriment des relations de la santé. C'est un peu cet effort-là, parce que puis tu me corrigeras si tu le sens différemment,
si tu mets de l'énergie dans quelque chose, mais dans le plaisir, avec une certaine forme, quand je parle de légèreté, c'est parce que quand on fait ce qu'on aime puis qu'on sent déjà qu'on maîtrise, c'est léger. C'est fluide, puis c'est comme, on se sent autonome, on sent qu'on maîtrise, puis on sent qu'on est dans le plaisir. C'est vraiment différent de l'effort qui draine, puis qu'on sent qu'on est obligé de faire ça parce qu'on a peur de perdre, on a peur de ci. C'est vraiment, pour moi, deux mondes complètement différents. Et c'est là la notion d'effort, je pense qu'elle est un peu distorsionnée. Il faut que ça fasse mal. Bien, c'est pas obligé de faire mal. Si t'es juste toi-même puis ton unicité, il n'y a aucune comparaison possible. Oui, il y a d'autres firmes de marketing, il y a d'autres firmes d'optimisation de site web, mais toi, ta valeur unique, ton essence unique, il y a juste toi qui peux le faire. Est-ce que ça fait du sens? Ben oui, c'est sûr que ça fait énormément de sens. Puis je pense que je commence de plus en plus aussi à m'ouvrir à l'esprit de tu sais, être un entrepreneur performant ou réussir dans la vie, oui, il faut que tu travailles fort, mais c'est vrai que quand tu as une certaine forme d'expertise, puis tu as du plaisir, tu sais, moi, de mon côté, c'est d'aider les entrepreneurs, les entreprises dans leur transfert numérique, mais tu sais, moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur puis d'accomplissement parce que je vois les résultats qui peuvent être générés, parce que le marketing numérique, tu sais, c'est quantifiable, analysable et mesurable. Mm-hmm. Puis ça, je pense que je suis chanceux un peu à ce niveau-là, étant donné mon domaine. Tu sais, c'est quand même du concret, même si de loin, là, l'univers TI puis numérique, ça peut paraître un petit moins concret. Dans les faits, c'est des chiffres, tu sais, puis c'est des résultats, des performances qui sont extrêmement analysables. Fait que ça, moi, je pense que ça me facilite un petit peu la vie dans le sens que ça me permet je pense, d'apprécier pas mal plus ce que je fais puis d'avoir un retour directement versus un autre entrepreneur qui peut travailler des mois et des mois sur un projet sans nécessairement avoir des résultats immédiatement. Mm-hmm. Ça, je pense, ça peut jouer aussi sur sa vision en tant qu'entrepreneur, puis sa vision aussi au niveau de la performance. Moi, j'ai peut-être l'impression que me décourager, puis d'avancer, puis ça, tu sais, je pense que je pourrais avoir une certaine forme de facilité, puis moins me fatiguer rapidement, là, si je me compare à certains autres entrepreneurs. Mm-hmm. Mais tout de même, de plus en plus, j'essaie de tourner ça au positif. Puis c'est ça qu'on voit de plus en plus aussi dans la société, le fait d'avoir du plaisir aussi à côté. Je commence là, petit à petit à essayer de mettre à l'idée de c'est bien de travailler, c'est bien d'essayer d'avoir du succès, mais si t'as pas des bonnes relations, puis si ta santé en prend aussi beaucoup, tu sais, on l'a vu là, avec la pandémie, toute la notion de santé est beaucoup plus présente. Ouais. Puis, tu sais, même moi, je suis jeune encore, mais j'étais habitué de m'entraîner avant puis de faire du sport. Mais tu sais, dans les 2 dernières années, j'ai rien fait, là, absolument rien. Là. Puis là, j'essaie un petit peu de me remettre sur le droit chemin, mais clairement, petit à petit, je pense que la société change au niveau de leur vision de l'entrepreneuriat puis du succès. Puis moi, en même temps, habillé aussi, ça commence à aller de plus en plus vers un peu la norme de société plus positive que je vois présentement. Là. Fait que tu ressens qu'il y a comme un certain changement de paradigme par rapport à la notion de performance, de plaisir, d'être aligné avec qui on est. Tu ressens ça que peut-être la pandémie, en fait, elle a accéléré ce virage-là. Oui, je pense vraiment que justement la pandémie a nécessairement accéléré cette vision-là, mais je pense quand même, tu sais, que ce que je dis depuis le début, un entrepreneur doit travailler fort et tout, ben seulement c'est un peu inné. Tu sais, on dit travailler fort pour atteindre ce que tu veux atteindre dans la vie. Oui, on le dit comme ça, mais je pense que ça ne doit pas être une corvée de le faire. Ouais. Moi, mettons, travailler fort puis travailler des longues heures assis à mon bureau devant mon écran, j'ai du plaisir puis des fois je me rends compte, crime, ça fait 12 heures que je travaille puis j'ai même pas été faire pipi là. Ben non, exact. Fait que non, clairement, si on est sur notre X un peu puis si on est dans le bon domaine, je pense que le fait de travailler fort comme ça devient pas nécessairement une tâche puis ça devient quelque chose que tu aimes faire au quotidien. Là. Puis si je te demandais ta contribution unique que toi, tu as à offrir, que tu ressens comme entrepreneur, oui, une question d'expertise, mais ta contribution unique à titre d'entrepreneur ou d'entreprise, ça serait quoi? Je te posais la question. Ma contribution unique, c'est difficile comme question pour me lancer. Ça fait pas trop longtemps que je fais ça. Mais en fait, ma contribution unique, je pense, vient via le fait justement d'aider les entreprises puis les gens à comprendre le numérique puis à l'implanter, mais à l'implanter dans une vision de résultat. Tu sais, il y en a tellement des agences web qui ont poussé à gauche et à droite dans les 3-4 dernières années. Mm-hmm. Puis souvent, c'est des gens qui font du web depuis très peu de temps. Tu sais,
moi, sans faire des années, ça fait 5-6 ans que je fais du marketing numérique, là. Fait que je sais ce que ça prend pour avoir des résultats, puis j'ai une certaine recette. Fait que ça, je suis capable de la démontrer aux gens, simplement, et pour la démontrer, puis m'assurer que l'entrepreneur ou l'entreprise qui veut s'impliquer dans le numérique, ben comprenne ce qu'on fait, là. Je pense que c'est vraiment ça ma plus-value qui vient me différencier. Puis après ça, toutes les implications que j'ai faites à l'université, ben là, justement, ça m'apporte beaucoup de références. Donc, moi, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que l'université puis l'école, t'as pas besoin de ça pour être entrepreneur. Non. Niveau théorique, non. Mais niveau relationnel, niveau relation, moi, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux être entrepreneur à temps plein, là. Puis en même temps, j'ai envie de partager, comme c'est un parcours unique pour chacun. Tu sais, c'est pas bien ou c'est mal. Si tu le sens comme ça, ben tu dis, OK, on y va jusqu'au bout. Puis oui, il y a des entrepreneurs à succès qui ont arrêté l'école après le secondaire 5. Et puis, il y a d'autres entrepreneurs qui ont fait des doctorats puis ont eu du succès. Fait que moi, je pense que chaque parcours est unique. Mais là, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Guillaume. Étant donné que ça va faire, tu parles de référencement, comment tu accueilles ça quand un client te partage à quel point il est satisfait de tes services? Comment tu accueilles ça quand il te le partage? J'accueille ça. Ben, ça va dépendre des fois. Il y a souvent que je me considère comme quelqu'un qui est quand même proche de certaines émotions. Pas toutes, mais certaines. Ouais. Puis, souvent, je viens quand même émotif. Puis des fois, je prends 2 minutes, puis je m'assois, puis j'écris, tu sais, je l'ai vraiment aidé, puis il est redevable. Fait que, tu sais, personnellement, ça vient vraiment me toucher quand l'entrepreneur me dit ou l'entreprise me dit, mais tu sais, sans toi, on n'aurait pas réussi à passer la pandémie, ou sans toi, on serait jamais où c'est qu'on est présentement. Fait que je pense que ça vient profondément me toucher. Mais tu sais, je vais rien faire d'autre. Je le posterai pas sur LinkedIn, je vais pas faire une vidéo ou en parler. Je vais le garder pour moi encore une fois. Peut-être que le syndrome de l'imposteur revient un peu, mais je l'accueille pas négativement, ça c'est sûr et certain, là. Et est-ce que ça arrive des fois, je peux me permettre, que tu vas sur le coup, tu l'accueilles bien, puis après ça, tu vas-tu dans le doute en disant, il pensait-tu vraiment? Est-ce que tu te remets en question? Parce que ça fait un peu, tu sais, c'est comme tu dis, est-ce que je mérite vraiment d'avoir une fête? Alors, c'est un petit peu un parallèle à faire, hein, avec quelqu'un nous partage à quel point il est content qu'on l'ait accompagné dans son processus. Est-ce que par après, ça te fait visiter ou tu restes sur, OK, il est vraiment content, ça t'inspire, tu connectes à ça, puis ça reste sur la vibe... OK, wow, c'est super, là. Sans nécessairement aller le partager, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu le vis bien au complet ou des fois, tu vas même en doute en disant, ben, y a-tu dit ça pour être poli ou y a-tu de doute qui vient te visiter par la suite ou ça navigue bien? Ben, justement, si un collaborateur, un client va me remercier comme ça, ben moi, je suis capable de le contrevalider si c'est vraiment légitime parce que le marketing numérique, tu sais, on voit les résultats. Fait que, tu sais, ce serait un petit peu... mal placé de dire que je pourrais, tu sais, je suis pas apte à prendre ces compliments parce que je vais les contrevalider, puis souvent ce que je fais, c'est que je lui présente un rapport, puis je lui démontre les bons résultats. J'ai un peu pas le choix de bien l'accueillir selon moi, le rendu là. Ça n'a jamais arrivé que quelqu'un me remercie pour avoir fait un travail boboche encore, là. Mais si ça arrive, potentiellement que je le prendrai différemment, mais jusqu'à date d'aujourd'hui, je le prends bien, là, c'est sûr. OK, ben ça, c'est magnifique. Et dis-moi... puisque tu as partagé tantôt, tu disais, je le vis à différents moments. Est-ce que tu dirais que ce syndrome-là de l'imposteur, est-tu présent à toutes les semaines? C'est une fois de temps en temps? Y a des moments particuliers où tu le sens qu'il est toujours un peu présent, latent de remonter à la surface? Ou à quelle fréquence il se manifeste? Je pense qu'il est toujours un peu présent. Qui prend de l'expansion quand je suis entouré d'entrepreneurs, justement, là, ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, au quotidien, ça m'empêche pas nécessairement de faire mon travail, puis de parler à mes clients, puis d'essayer de les aider. Mais tu sais, des fois qu'on essaie de vendre des services à des clients ou essayer de faire des upsells, comme on appelle dans le métier, là, ça va peut-être me bloquer un peu. Mais c'est un peu le seul bloquant du sentiment d'imposteur que je vois dans mon domaine en marketing numérique. Mais tu sais, dans ma vie personnelle, je pense que le sentiment d'imposteur est beaucoup plus présent là. Quand je suis entouré d'entrepreneurs à succès, encore une fois, j'ai tellement un respect profond pour ces gens-là que ça l'arrive moins plusieurs fois par semaine, là, plusieurs fois par mois. Je te dis, au moins une fois par semaine, ça devrait arriver, là. Et dis-moi, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait... Puis depuis quand en es-tu conscient?
sais, parce que là, tu le nommes vraiment. Depuis quand t'en es conscient que c'est présent en toi? Je pense que ça se compte sur des années. Je dirais peut-être 2-3 ans. Tu sais, depuis, tu sais, comme moi, ce qui m'a vraiment confirmé le fait que je vais être entrepreneur, c'est sûr et certain, c'était vraiment dès que j'ai mis les pieds à l'université, tu sais, en m'impliquant justement, puis en m'entourant de gens qui veulent être entrepreneurs. Ouais. Mais veux pas, ça a concrétisé un peu ma vision justement d'être entrepreneur. Fait que depuis ce temps-là, puis là surtout le fait que là je suis entrepreneur à temps plein, c'est encore plus présent là. Tu sais, dans le sens que je suis tout jeune, je suis un mini entrepreneur, je suis très très jeune dans le milieu. C'est sûr que c'est de plus en plus présent là. Fait que je dirais dans les 2 dernières années là, il se pointe le bout du nez assez souvent, là, ce sentiment-là. Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait t'assister à t'en libérer? Mon Dieu, des années. OK. Je pense que ça va prendre certaines années. Je vais devoir probablement accomplir quelque chose qui va pouvoir me satisfaire à un certain point. Mais c'est sûr que je vais devoir avancer dans le monde de l'entrepreneuriat puis performer comme moi j'aimerais performer aussi, là. Puis accomplir certains trucs qui je pense que c'est vraiment plus personnel ce niveau-là, là, à quel point mes réalisations ou mon avancement dans le milieu peut me dire OK, I made it ou OK, je peux être pris sérieusement. Mais clairement, je pense que ça va prendre du temps puis ça va prendre des années, là. Bien, merci de partager ça. Puis on dirait que j'ai envie de te faire une invitation. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça dont on parle dans la performance qui revitalise. C'est comme si on a tendance à dire quand je vais avoir atteint tel niveau de succès ou, puis là, ça peut différer d'une personne à l'autre. Peut-être que toi, ça va être à travers un chiffre d'affaires, ça va être à travers la grosseur d'entreprise, de clients que tu assistes, peu importe c'est quoi. C'est comme si, quand je vais avoir atteint ça, là, je vais mériter ma place. Fait que ça veut dire que tout ce temps-là, tu continues à voir les gens au-dessus de toi. Puis dans le fond, mon invitation, c'est de dire, hey, si là, je m'accueillais juste tel que je suis maintenant, avec mon bagage, mon expertise, sans me comparer. Puis de dire, je suis côte à côte avec chacune des personnes. Parce que, puis je vais te partager une expérience personnelle qui va peut-être... j'avais tendance exactement au même moment, à peu près à même âge que toi. Je viens d'une famille d'entrepreneurs et puis j'étais souvent amenée à aller dans des chambres de commerce. Puis j'étais toute entourée de gens qui étaient plus expérimentés que moi. Puis j'avais vraiment tendance à toutes les mettre sur un piédestal et ça me bloquait en fait d'être moi-même. Et j'ai réalisé, ça m'a pris quelques temps, puis c'est pour ça que je suis contente de le partager maintenant, que les gens, OK, à part certaines personnes, là, puis c'est souvent à l'exception, qui vont nous faire sentir qu'ils sont vraiment plus positionnés que nous, plus haut, bien souvent ces personnes-là, c'est un grand manque de confiance. Ils ont besoin de se rehausser pour dire qu'ils valent plus, OK? Puis je fais juste de partager que ça fait partie d'eux. Mais la plupart des gens, quand on leur demande une collaboration, ils ont le goût. Tu sais, si quelqu'un va vers toi, là, puis te demande ton assistance, te demande ton support, naturellement, tu vas avoir le goût de le faire. Puis les gens qui ont plus d'expérience, naturellement, ils ont envie de collaborer. Ça se peut que certaines personnes, c'est no-go, mais la plupart des gens, ils vont se sentir bien, je veux dire, quelque part, valorisés, ils vont être comblés de pouvoir assister quelqu'un d'autre à rayonner. Fait que tu vois-tu tout l'espace qui est là, que tu as la chance de côtoyer plein de gens d'expérience. Puis des fois, là, tu sais, quand je parle des phases d'expansion, c'est comme, il faut vivre l'inconfort, naviguer dans l'inconfort pour accueillir une autre solidité. Puis on dirait que j'aurais le goût de t'inviter, de dire, la prochaine question que tu te bloques de poser, go for it, va la poser. Puis c'est pas obligé d'être un grand pas, là, puis de dire, hey, je vais prendre l'entrepreneur que je mets sur le plus grand piédestal, mais juste quelqu'un avec qui tu ressens un peu d'inconfort, de dire, je vais la vivre, l'expérience de poser la question puis de tendre une perche. Et la plupart des gens, c'est surprenant à quel point ils vont vouloir partager leur savoir, vont vouloir collaborer, comme toi, tu le fais. Puis d'ailleurs, tu me l'as proposé. Je t'ai rien demandé. On jasait dans les dernières semaines. Puis là, tu me disais, hey, ça me ferait plaisir de faire ça. Alors, la plupart des gens sont là. Puis, en plus, les gens expérimentés, ça leur fait plaisir de partager leurs connaissances plus souvent qu'autrement. Fait qu'on dirait que pour l'invitation, c'est comme, vis l'expérience de l'inconfort de poser une question. Tu sais, dans d'autres circonstances, je l'aurais pas faite. Puis là, j'y vais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup assisté. Je vivais ça. Ça m'a pris visiblement plus de temps que toi à comprendre.
Mais blague à part, de vivre cet inconfort-là, ça m'a vraiment à chaque fois fait avancer. Puis ça nous apprend quelque chose sur nous. Parce que, en fait, c'est ça le syndrome de l'imposteur. L'une des premières étapes, tu as 25 ans, tu en es déjà conscient que c'est présent. Ça, c'est 50 du chemin de fait, entre guillemets, si je peux me permettre de te partager ça. Puis après ça, c'est de dire, OK, la prochaine étape, c'est des fois, justement, je vis des situations inconfortables puis je décide d'y aller pareil. Fait que je sais pas si ça te parle, là, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup assisté à partir du moment que j'en ai pris conscience, de me mettre un peu dans une position d'inconfort par petits pas. Puis après ça, ça l'assiste vraiment à se libérer puis dire, je m'accueille tel que je suis déjà complet, parfait, j'ai pas besoin de quelque chose de plus ou d'une réussite X pour être quelqu'un. Non, c'est sûr, c'est vraiment... je vais essayer le plus possible, mais tu sais, je pense que, encore une fois, c'est tellement propre à chacun, puis c'est tellement personnel, mais moi, tu sais, j'ai jamais été entouré d'entrepreneurs là, avant les 3 dernières années. Là. Dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneurs nécessairement, on est des gens ultra travaillants. Je suis capable d'aller chercher ces attributs-là, ces caractéristiques-là qu'on peut retrouver chez des entrepreneurs, mais un entrepreneur en tant que tel, j'ai pas pu côtoyer ça au quotidien avant les 2-3 dernières années. Fait que, c'est sûr que pour moi, c'est encore impressionnant. Je pense que ça va prendre un certain travail, puis comme j'ai dit, une certaine forme d'accomplissement professionnel. Mais clairement, moi, ce podcast-là, ça a été une petite thérapie, là, ça, c'est sûr et certain. Fait que je vais essayer de me sentir moins imposteur, ça, c'est sûr, puis de laisser aller ma curiosité comme que je peux le faire dans ma vie personnelle, tu sais. Je pense qu'être curieux, c'est quand même une caractéristique super intéressante, super pertinente, autant au niveau de l'entrepreneuriat que dans la vie, point. Ouais. Mais je pense que pour réussir, il faut continuer à être curieux, il faut continuer à apprendre. C'est un peu comme l'éducation. Et c'est de très beaux mots puis de très sages paroles que tout entrepreneur devrait mettre en place plus rapidement. Puis moi, je vais essayer de le faire un petit peu plus, ça, c'est sûr et certain. Bien, déjà, ce que tu partages là, c'est vraiment magnifique. Puis que, tu sais, juste le fait de dire, OK, je suis positionnée là, j'en parle, puis dans le fond, tu te dis, OK, ça me fait du bien à moi. Mais tu imagines ça à quel point aussi ça peut parler à d'autres personnes qui sont en train de nous écouter présentement. Comme je le dis, on aimerait ça vous entendre, vous lire par rapport à ce que ça vous fait ressentir, ce qu'on vient de partager. Puis souvent, là, on se rend ça plus compliqué que ça l'est vraiment. Juste d'en prendre conscience, c'est le grand pas qui est fait. Tu mets le doigt dessus, c'est clair pour toi, c'est là, en disant, OK, je vais me laisser une chance, là. Ça fait 2-3 ans, c'était pas présent. Puis en même temps, j'ai le goût de continuer à être curieux. Puis quand je parle de facilité, ça en est une facilité pour toi d'être curieux puis les questions qui viennent. Fait que pour moi, c'est ça la facilité. On n'est pas en train de chercher le midi à 14 heures que tu as besoin de préparer pendant 2 heures de temps si je vois telle personne que je vais faire. Non, c'est là la spontanéité puis de dire je vais le vivre. Peu importe comment je vais me sentir, j'ai le goût d'aller vivre cette expérience-là. Puis comme je te dis, mon expérience, la plupart des gens, quand on leur demande une collaboration, ça leur fait plaisir d'y aller. Puis ça l'ouvre des portes tout simplement. Puis souvent, en fait, qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est des gens que je mettais sur un piédestal puis que je trouvais ça bien impressionnant. Quand je faisais le pas, toutes les fois, je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi t'as attendu tout ce temps-là? Je faisais une montagne dans ma tête avec rien du tout, là. C'était comme... Fait que c'est vraiment ça, on se rend compte à quel point notre tête est bonne pour nous amener n'importe où, pour nous compliquer la vie quand ça peut être tellement simple. Puis, OK, c'est déjà arrivé que je suis allée vers une personne, puis l'ouverture n'était pas là, et puis so what? Pour le nombre de personnes qui ont été contents et heureux de me partager plein de choses, je me disais, écoute, ça vaut la peine de continuer avec cette expérience-là. Fait que merci beaucoup, Guillaume. Puis si, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur le sujet, mais j'aurais le goût aussi de te demander pour un entrepreneur qui est peut-être là en train sur le bord de lancer son projet ou qui se prépare à lancer son projet ou qui était au tout début, est-ce que tu aurais une invitation à partager un entrepreneur qui peut-être là, se dit « Est-ce que je suis pas à la hauteur? J'ai pas d'expérience d'entrepreneur, j'ai pas eu d'entrepreneur autour de moi. » Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager à quelqu'un là, qui vibre avec un projet qui a le goût de faire émerger? Envoie un message à Hélène puis demande-lui de participer à son podcast. Non, mais je pense que de foncer... En fait, je pense qu'il faut s'allier
à une certaine forme de compétence qu'on peut avoir qui nous différencie des autres. Puis si on a cette certaine forme de compétence-là qui différencie des autres, mais là, je pense que lance ton projet, go for it, puis clairement, tu vas apporter une plus-value ou tu vas changer quelque chose dans ton secteur d'activité ou dans la société. Fait que je pense que tout part de là. Si ça, c'est là, ben le travail est déjà un peu entamé, là. Après ça, de lancer tes trucs, puis des clients, ils vont un peu venir à toi si tu offres une expertise ou un service qui est différent aux autres. Fait que moi, j'ai toujours dit, si tu as une bonne idée, go for it, lance-toi, puis on réévaluera en cours de route. Je sais pas si c'est nécessairement la bonne pratique, mais moi, je le vois vraiment comme ça, de foncer, puis joue avec tes caractéristiques, puis tes avantages, puis ça devrait bien aller, là. Fait que dans le fond, ce que tu expérimentes, c'est que tu es dans ta zone d'excellence, tu es sur ton X, peu importe comment on va appeler ça, l'unicité, zone d'excellence, être sur son X, c'est pas mal tous des synonymes. Les clients viennent vers toi naturellement. Si tu offres quelque chose, clairement, si tu as une plus-value puis tu offres quelque chose de pertinent qui vient les aider, tu es en business, tu sais. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est sûr que certains milieux secteurs d'activité plus compliqués que d'autres, puis plus complexes que d'autres, d'avoir de la référence comme ça. Mais je pense que sentir à la hauteur dans son domaine d'activité vient du fait de ton expertise. Ça, c'est sûr et certain. Si tu as de l'expertise, il n'y a pas de raison de ne pas sentir à la hauteur, selon moi. Bien, merveilleux. Et dis-moi, dans ton agence, qu'est-ce que tu offres là, si les gens, parce qu'évidemment, tous les liens pour te rejoindre vont être dans le descriptif de l'épisode. Si tu parlais de Fronta Marketing, qu'est-ce que ça fait, Fronta Marketing? On peut un petit peu déduire là, à travers la discussion qu'on a eue, mais quelle est ton entreprise? Puis c'est quoi les prochaines étapes de développement de ton entreprise? Dans le fond, dans les dernières années, ce que je fais, c'est vraiment d'aider les entreprises dans leur transfert numérique. Fait que, on fait ça vraiment par la création, optimisation puis modification de sites web sur WordPress notamment. Et ensuite, c'est tout l'univers stratégique numérique, donc autant la réflexion stratégique web que la création de personas cibles, donc de clientèle cible. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on découle des campagnes publicitaires. Fait que Facebook, Google, LinkedIn, bref, tout ce qui est publicitaire, on le fait, puis on le fait quand même de façon très, très, très stratégique. Fait que c'est vraiment ça que j'offre pour l'instant. Puis c'est prochainement, mais tu sais, là, je vais vers l'engagement de mon premier employé. Puis après ça, c'est sûr que j'aimerais ça en engager d'autres, mais tout en continuant d'aider puis donner un service de qualité aux entreprises. Puis tu sais, moi, en ce moment, ce que je fais, ben si j'ai pas de place pour prendre un nouveau client, je le prends pas. Puis ça, je pense qu'il fait en sorte que ça fonctionne quand même assez bien présentement. Tu sais, je vise à continuer un petit peu comme ça, dans le sens m'accorder mon temps à 100% aux clients pour lesquels que je peux aider. Puis ceux qui veulent faire affaire avec moi, ben ils vont peut-être devoir attendre un peu s'ils veulent avoir ce service-là, là. Fait que tu es capable de dire non si tu penses que ça va affecter la qualité des services que tu vas offrir aux autres. Tu dis ça, je fais pas de compromis là-dessus. Je veux m'assurer que les ressources sont là pour donner ce que j'ai, entre guillemets, promis aux clients, au détriment de dire, ben oui, je passe à côté d'un contrat, mais je veux pas sacrifier qu'est-ce qui est déjà là, autrement dit. Oui, parce que, tu sais, la clé du marketing numérique, c'est les résultats, hein? Ouais. Puis, si t'as pas des résultats médiocres ou boboches, t'as une mauvaise réputation après. Fait que moi, je base, le début de mon entreprise, je l'ai basé comme ça, puis j'essaie de le baser encore le plus possible sur les résultats positifs puis les bonnes relations interpersonnelles. Bien, magnifique. Alors, est-ce que tu aimerais ajouter un mot de la fin ou quelque chose que je t'ai pas peut-être offert l'occasion de partager au cours de l'épisode de podcast? Durant tout le temps qu'on parlait, je pense que le sentiment de l'imposteur peut peut-être aussi s'apparenter à une certaine forme de stress ou d'anxiété. Je te pose la question parce que j'ai peut-être l'impression aussi que ça peut être lié à ça. Je sais pas si ça peut faire ça peut ouvrir la porte à un autre podcast, mais j'ai comme l'impression que c'est directement lié à une forme d'anxiété, à moins que je me trompe, là. Bien, c'est sûr que ça en génère en ce sens que bon, le stress, c'est une des raisons pour lesquelles les gens consultent plus en Amérique du Nord un médecin. Fait que c'est sûr que le stress intérieurement, qu'est-ce que ça génère comme... Puis on va faire un peu de physiologie pour s'amuser, là, parce que tu ouvres la porte, puis je pense que c'est le fun de pouvoir partager là-dessus.
le stress, ça enclenche plein de réactions chimiques à l'intérieur du corps qui va faire en sorte que, bon, entre autres, on a déjà parlé du cortisol, qui est l'hormone du stress. Bien, automatiquement, quand il y a du stress, de l'anxiété qui est générée, ça va affecter la manière qu'on va penser, qu'on va réagir. Il y a comme le cerveau émotif, le cerveau rationnel. Et là, quand on est dans une forme d'anxiété puis de stress, c'est comme si le cerveau émotif prend tout l'espace. Et souvent, l'être humain, comment on est constitué à la base, on a plus tendance à extrapoler négativement que positivement. Fait que là, on embarque dans les spirales, dans les scénarios qui font en sorte que c'est comme s'il y avait une barrière qui se faisait entre le cerveau. Ça l'empêche d'aller chercher les connaissances, le jugement, la prise de décision, l'analyse et tout ça. Fait que tout ça nous empêche d'être à notre meilleur et le stress aussi va faire en sorte que ça nous déconnecte de notre intuition. Parce qu'on a toujours les réponses à l'intérieur de nous. Alors, évidemment, quand on se déconnecte de ça puis on reste juste au niveau, je vais dire, cérébral, c'est là qu'on embarque facilement dans les scénarios. Donc, la beauté d'aller chercher, j'en ai parlé dans d'autres podcasts de l'intelligence du cœur. D'ailleurs, il y en a un qui va être diffusé là, dans les prochains jours. C'est l'alignement entre notre intuition, nos connaissances, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, puis nos émotions. Quand tout ça est aligné dans un état de cohérence, on est à notre meilleur pour prendre des décisions. Fait qu'automatiquement, quand on sent, exemple, on parle du syndrome de l'imposteur pas à la hauteur, automatiquement, il y a une réaction physiologique qui est déclenchée à l'intérieur qui fait en sorte que ça nous déconnecte de nos points de repère. Fait que c'est vraiment ça qui se passe. Fait que le stress enclenche ça. Et là, par exemple, que tu perds tes moyens dans une situation, bien là, ça va renforcer le circuit de dire, bien, j'ai raison de ne pas me sentir à la hauteur, j'ai pas été capable de poser une question, je me suis bloquée. Puis là, on renforce toujours ce circuit-là qui est comme une mauvaise, entre guillemets, programmation. Une programmation qui nous nuit. Donc, c'est tout ça qui est généré et c'est pour ça que j'ai partagé à plusieurs reprises, juste entre autres des techniques de respiration pour diminuer l'intensité et arrêter que ça reste juste dans notre tête en scénario. Tu sais, c'est comme une boucle qui tourne puis on répète les mêmes patterns. Fait que c'est juste à partir du moment qu'on en est conscient puis je dis « Hey, j'ai le goût de me libérer de ça », bien évidemment, puis ça, évidemment, on pourrait en reparler puis il y a différentes choses qui existent, mais juste de respirer, de prendre la peine là, d'arrêter de respirer juste par le haut du corps, de descendre ça plus profondément, ça va diminuer l'intensité puis les réponses, on les a toutes à l'intérieur de nous. Et c'est là, quand on reste juste dans un étourdissement, puis là, qu'on reste dans notre boucle, on les voit pas, les ressources, puis on n'a pas accès à nos réponses. Fait qu'effectivement, le syndrome de l'imposteur vient du pattern de la performance, du perfectionnisme, de toutes les normes, de tout ce qu'on pense qu'on a comme besoin de prouver pour être quelqu'un. Puis là, c'est toute notre tête est vraiment bonne de nous amener là, de se comparer. C'est ça, on est tous capables naturellement de faire ça. La beauté de ça, c'est quand on en prend conscience, autant qu'on a été capable de mettre ces programmations-là, qu'on est capable aussi de s'en libérer. Pour dire, hey, c'est d'autres choses que je choisis à partir d'aujourd'hui. Et juste ça, là, ça changerait toute la donnée de diminuer le stress. Là. Puis là, quelqu'un va dire, elle doit bien idéaliste. Mais en même temps, oui, c'est possible. Il y a vraiment plein de ressources qui existent pour se donner les moyens d'être moins stressé et d'avoir une bonne santé. Là, j'ai parlé un petit peu cérébral en disant le côté émotif, côté rationnel. Mais je n'ai pas parlé non plus du cortisol, qu'est-ce que ça fait au côté physiologique. Ça vient comme un peu s'attaquer à où sont nos vulnérabilités physiques. Bien, le stress va faire en sorte, ça me fait penser un peu à un moteur. Quand on tient un moteur dans le rouge, à un moment donné, il y a un maillon faible du moteur qui va céder. Bien, c'est exactement la même chose pour le corps humain. On a toute une certaine constitution. Fait que là, quand on le met toujours dans le stress, bien là, à un moment donné, le corps va nous parler. Fait que c'est tout ça ensemble. On n'est pas à notre meilleur. Fait que quand on reste dans cette boucle-là, bien là, on reste un peu prisonnier de la perfection, qu'on n'est pas assez, puis actuellement, la société est quand même bonne pour démontrer à quel point il faut être bon dans tout, puis ça fait pas de sens, là. Mais c'est juste d'en prendre conscience puis de dire, hey, qu'est-ce que je choisis, moi, aujourd'hui, par rapport pour être bien? Puis, des fois, on veut se compliquer la vie, puis des fois, juste prendre un moment, de prendre des pauses, de s'arrêter, de respirer plus profondément. Il y a une clarté qui s'installe tranquillement, mais effectivement, ce que tu nommes là, tu as tout à fait raison par rapport le stress que ça crée, là, de ne pas se sentir à la hauteur, mais c'est possible de s'en libérer. Oui, très intéressant, oui.
Bien, merci d'avoir amené ce point-là, Guillaume. Puis effectivement, ça pourrait être certainement le sujet d'un autre podcast, aller un petit peu plus en profondeur avec, je vais dire, les effets du stress et puis qu'est-ce que ça peut causer, puis en même temps, comment aussi c'est possible de s'en libérer, là. C'est des fois, là, juste justement d'en parler, certainement qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, ben ça peut ouvrir des consciences puis dire « Hey, c'est vrai, puis ça fait du sens. » Puis des fois, là, on se rend ça bien compliqué. Ça n'a pas besoin de si compliqué que ça pour faire des choix qui sont différents. Alors, merci beaucoup d'avoir apporté ce point-là. Alors, bien, pour tous les auditeurs, merci d'être avec nous. Je vous invite vraiment à continuer de nous écrire sur les différentes plateformes. Je vous invite aussi, si vous avez, comme je le disais, vous avez le goût d'entrer en communication avec Guillaume, ne serait-ce que pour son entreprise, ou aussi partager sur les plateformes qu'est-ce que l'épisode d'aujourd'hui vous a fait vivre avec le sujet qu'on a abordé. Ça serait vraiment un grand bonheur pour nous de vous lire. Puis évidemment, on va vous répondre avec grand bonheur. Et puis, Guillaume, un grand merci de ta générosité, de t'être prêté au jeu avec spontanéité, avec authenticité. C'est vraiment super apprécié. Puis, j'ai le goût vraiment de te souhaiter le meilleur des succès dans la poursuite de ton projet. Puis, on aura peut-être l'occasion éventuellement de faire prise 2 sur un épisode ou quoi que ce soit. Puis, vraiment, un grand merci. Puis, merci à tous les auditeurs qui sont fidèles à toutes les semaines. Et puis, sur ça, je vais vous dire une magnifique semaine. Puis, à très bientôt.